Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui vous proposer un changement de regard. Pas une nouvelle théorie du TDAH, pas une remise en question non plus des connaissances actuelles, mais une invitation à observer ce que nous rencontrons quotidiennement chez les enfants. Depuis plusieurs années, une question m'accompagne. Pourquoi retrouve-t-on si souvent ensemble des difficultés attentionnelles, des troubles du sommeil, une instabilité posturale, une respiration perturbée, de la fatigue, de l'agitation et des difficultés émotionnelles? Et si ces manifestations racontaient une même histoire? C'est ce chemin que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Lorsqu'on parle du TDAH, notre regard se dirige naturellement vers le cerveau. C'est logique. Le diagnostic repose essentiellement sur des manifestations comportementales liées à l'attention, à l'impulsivité et à l'hyperactivité. Mais une question mérite d'être posée. L'attention est-elle uniquement une fonction cognitive ou pourrait-elle être aussi l'expression d'un organisme capable de rester disponible à son environnement? Et si l'attention n'était pas seulement une affaire de neurones, mais aussi une affaire de corps vivant? Certains enfants dépensent énormément d'énergie simplement pour tenir. Quand nous observons ces enfants de près, quelque chose nous frappe souvent. Ils semblent lutter, lutter pour rester assis, lutter pour rester concentrés, lutter pour écouter, lutter parfois même pour simplement rester éveillés, comme si une partie importante de leur énergie était déjà mobilisée avant même que l'apprentissage ne commence. Cette idée du coût adaptatif va nous accompagner tout au long de cet atelier. Le cerveau se construit dans le mouvement, le corps et la gravité. Pendant longtemps, nous avons imaginé le cerveau comme le pilote du développement. Les travaux sur la cognition incarnée nous invitent aujourd'hui à une vision beaucoup plus riche. Le cerveau se développe dans l'action, dans le mouvement, dans l'interaction avec la gravité, dans la rencontre avec l'environnement. Comme nous le rappellent Varela, le professeur Berthoz ou Esther Telen, perception et action se construisent ensemble. Le corps n'est pas le véhicule du cerveau. Il participe à sa construction. La conquête de la verticalité. Regardons un bébé. Il ne commence pas par apprendre à réfléchir. Il commence par apprendre à tenir, à rouler, à ramper, à s'asseoir, à se mettre debout, à marcher. Puis cette aventure représente une extraordinaire conquête de la verticalité. Une conquête qui va progressivement libérer les mains, enrichir l'exploration du monde et transformer les possibilités cognitives de l'enfant. Tenir debout est une prouesse du vivant. Nous avons souvent l'impression qu'être debout est quelque chose de simple. En réalité, pas du tout. C'est une activité extraordinairement complexe. Le corps oscille en permanence. Il anticipe, il corrige, il ajuste. Nous sommes en réalité un pendule inversé. La stabilité n'est jamais l'immobilité. Elle est une adaptation permanente. Et cela mobilise continuellement le système nerveux. Le vivant anticipe, et c'est ici qu'interviennent ce qu'on appelle les ajustements posturaux anticipés. Avant même que nous levions le bras, le corps prépare déjà l'action. Certains muscles s'activent, le centre de gravité s'ajuste, l'équilibre est préservé. Le vivant n'attend pas le déséquilibre pour réagir, il anticipe. Cette logique prédictive est probablement l'une des grandes clés pour comprendre le développement humain. Respirer, c'est aussi organiser l'éveil. Nous avons tendance à voir la respiration uniquement comme un apport d'oxygène. Pourtant, le diaphragme est également un muscle postural. Chaque respiration influence l'équilibre du corps. Chaque respiration influence l'état d'éveil. Les travaux récents montrent que les rythmes respiratoires dialoguent avec les rythmes cérébraux. Autrement dit, respirer ne sert pas seulement à vivre, respirer participe aussi à organiser notre disponibilité au monde. L'agitation peut devenir une stratégie d'adaptation. Si nous regardions maintenant l'agitation autrement, peut-être qu'elle n'est pas toujours un problème,
Peut-être est-elle parfois une solution, une tentative du vivant pour maintenir son éveil, une manière de lutter contre la fatigue, une façon de retrouver un niveau suffisant de disponibilité. Cela ne signifie pas que l'agitation est souhaitable, mais cela nous invite à nous demander: que cherche à faire l'organisme lorsqu'il bouge? Une tentative de relier le vivant. C'est dans ce contexte qu'émerge progressivement l'idée du système tonico-ventilatoire, ou appelé STV. Il n'est pas présenté comme une vérité définitive. Il s'agit plutôt d'une hypothèse organisatrice, une tentative de relier la posture, la respiration, le sommeil et l'éveil, l'attention, les émotions, autrement dit, une tentative de comprendre comment le vivant construit sa disponibilité au monde. Si cette lecture possède une part de vérité, alors notre rôle change. Nous cherchons moins à corriger des symptômes, nous cherchons davantage à restaurer des conditions, les conditions permettant au vivant de retrouver plus de stabilité, plus de récupération, plus de disponibilité, plus de souplesse adaptative. Le mouvement, le sommeil, la respiration, l'environnement, les apprentissages familiaux deviennent alors des leviers essentiels. Comment aider un être humain à rester disponible au monde sans s'épuiser? Peut-être que toute la question est là, au-delà du TDAH, au-delà même du diagnostic. Comment un être humain construit-il suffisamment de stabilité intérieure pour rester disponible au monde sans s'y épuiser? C'est probablement cette question qui guide aujourd'hui nos recherches, nos formations et notre réflexion en neurothérapie intégrative. Merci pour votre attention et surtout merci de continuer avec nous à apprendre à lire le vivant.